Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc absolument fascinant, la grande fracture qui est en train de couper le monde de l'intelligence artificielle en deux. Honnêtement, on se croirait presque dans un univers cyberpunk. Imaginez un peu, d'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la rue. C'est un monde brut avec très peu de ressources où règnent les petits modèles de langage, les fameux SLM. Et de l'autre côté, on a la méga corporation, un univers massif géré dans le cloud avec d'immenses pipelines automatisés qui font tourner des systèmes d'IA ultra complexes. Bref, deux salles, deux ambiances, et on va explorer tout ça en détail. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on va suivre ce plan. D'abord, le carrefour technologique. Ensuite, on se penchera sur les contraintes des SLM et cette fameuse notion d'attention, avec un petit tuto pratique sur les frameworks associés. Après ça, on basculera du côté des systèmes composés et de la réflexion, suivi d'un tuto sur l'algorithme GEPA. Et on finira par le choix stratégique qui s'impose. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, le carrefour technologique ou la grande scission de l'IA. Pour bien comprendre, regardons les choses en face. Le contraste est juste saisissant. D'un côté de cette fracture, on a donc les SLM. Ces petits modèles tournent en local, directement sur des téléphones ou des serveurs d'entreprise d'entrée de gamme. Du coup, ça demande une économie de calcul extrême et des structures manuelles hyper rigides pour que ça ne plante pas. Et de l'autre côté, on a ces fameuses architectures complexes. Là, on parle d'agents autonomes qui s'appuient sur une orchestration complètement automatisée et des ressources cloud monumentales. C'est littéralement deux sports radicalement différents. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Focus sur la rue, les SLM, leurs contraintes et ce qu'on appelle les mathématiques de la concentration. Alors, le concept absolument crucial à saisir ici, c'est la dilution de l'attention. En fait, c'est une limite purement mathématique. Le calcul de l'attention dans un modèle, c'est un jeu à somme nulle. Toute l'attention distribuée vaut exactement 1, pas plus. Imaginez que c'est un budget ultra strict. Si vous donnez une consigne ou un prompt qui est trop longue, bourré de détails secondaires, eh bien le petit modèle fait carrément faillite. Son attention se disperse, il zappe vos directives les plus importantes et il se met à halluciner. Et ça, c'est la catastrophe. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence d'approche. Les modèles géants, eux, peuvent encaisser des instructions super denses, brouillonnes, avec des chaînes de pensée à rallonge, ça ne les dérange pas. Mais essayez de faire ça avec un SLM, en lui balançant des formats complexes comme du JSON ou de longues règles de style, et votre taux d'échec va exploser. Un SLM, ça a besoin d'un prompt dépouillé au maximum, hyper compartimenté et d'une concision absolue. Pas de blabla, juste l'essentiel. Du coup, comment on s'en sort ? C'est le moment de notre première session pratique, les frameworks pour SLM, vos outils de survie pour l'edge computing. On a carrément toute une taxonomie de frameworks à notre disposition, et ça agit vraiment comme un moule pour structurer nos demandes de façon optimale. On va de l'ultra léger au plus complexe. Pour les tâches basiques, sur des appareils très limités, RTF, qui veut dire rôle, tâche, format, c'est l'outil de survie par excellence. Par exemple, vous dites rôle, expert, tâche, résumer le texte, format, 3 puces. C'est net et sans bavure. Pour des besoins légers à moyens, vous avez ERA ou Tracy qui vont rajouter des notions d'audience. Si vous faites de la création de contenu, le framework COSTR est redoutable pour imposer un ton marketing précis. Et pour les problèmes complexes avec beaucoup de logique ou de multiples étapes, on sort l'artillerie lourde avec Ryzen ou DC à côté. C'est vraiment la boîte à outils indispensable pour ne pas exploser le budget de jetons. Mais attention, pour déployer ces frameworks en production, il y a des contraintes non négociables. Côté matériel, on vise de l'exécution locale sur des modèles allant de 135 millions à 10 milliards de paramètres. Côté logiciel, la règle d'or, c'est le budget de jetons. Concrètement, au lieu d'écrire de longues descriptions interminables, utilisez le few-shot prompting. Donnez juste 2 ou 3 exemples clairs au modèle, c'est beaucoup plus efficace. Ah, et un détail vital, dans une conversation longue, n'oubliez pas de lui rappeler fréquemment son objectif final, sinon il perd vite le fil. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Comment faire analyser un document géant à un petit modèle sans saturer sa mémoire ? La technique, c'est la méthode MAP. Étape 1, on découpe le document en petits morceaux. Étape 2, on traite chaque morceau séparément avec un framework ultra léger comme le RTF dont on a parlé, juste pour extraire ce qui nous intéresse. Et enfin, étape 3, on consolide toutes ces petites extractions dans une synthèse finale. C'est simple, c'est élégant et ça marche à tous les coups. On change de décor avec notre 4e partie, on quitte la rue pour franchir les portes de la méga corporation, on va parler système composé et réflexion. La question qui tue et que tout le monde se pose à ce niveau, c'est comment on optimise un système qui possède plusieurs modules.
Parce que soyons clairs, quand on a plusieurs agents d'IA qui doivent se coordonner et se parler, nos petits frameworks manuels s'effondrent complètement. Ajuster à la main les prompts de 5 agents différents pour qu'ils soient synchronisés, c'est juste humainement impossible. Et c'est là qu'intervient la magie de l'automatisation, avec des frameworks comme DSPy et un algorithme incroyable, GEPA. Fini le temps où l'on donnait juste une espèce de note mathématique abstraite pour entraîner l'IA. GEPA, lui, utilise carrément le langage naturel. Il va lire les journaux d'erreurs, comprendre ce qui a foiré et formuler des retours détaillés pour faire évoluer les prompts tout seul. C'est une véritable usine évolutive automatisée. Passons à la pratique. 5e partie, notre tuto sur l'algorithme GEPA, ou comment construire ce fameux pipeline évolutif. Autant vous le dire tout de suite, il faut les épaules solides pour faire tourner ça. L'architecture repose sur 2 modèles distincts. Il vous faut un modèle étudiant, très rapide et pas cher, qui va générer des réponses en masse. Mais au-dessus, il vous faut un superviseur colossal, un modèle de réflexion comme GPT-4, dont le seul job sera de critiquer le travail de l'étudiant. Évidemment, il vous faudra aussi le framework DSPy, des données de validation en béton et un budget d'API qui tient la route, parce que ça consomme. Le cœur du réacteur, c'est cette boucle d'optimisation en 5 étapes. Imaginez un ingénieur logiciel qui bosse à la vitesse de l'éclair sans jamais dormir. 1. L'algorithme choisit une instruction candidate. 2. Il l'exécute sur un lot de données. 3. Le modèle géant entre en jeu, il lit les erreurs et réfléchit pour diagnostiquer le problème en langage naturel. 4. Il propose une mutation, une correction ultra ciblée. Et 5. Si cette nouvelle version marche mieux, elle est adoptée. Et la boucle recommence, encore et encore. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, le choix stratégique. Comment on aligne notre architecture à notre environnement. Quand on compare les deux, on tombe sur une contradiction économique assez dingue. Utiliser un système colossal comme GPT-A pour optimiser un pauvre petit SLM local, ça n'a aucun sens. GPT-A a la fâcheuse habitude d'ajouter plein de règles à chaque itération. Le prompt gonfle, et on a vu que ça fait planter les petits modèles par saturation d'attention. Sans compter que les coûts d'API pour faire tourner le superviseur ruinent complètement l'intérêt d'avoir un modèle local gratuit à la base. Par contre, pour les systèmes complexes, il n'y a pas photo. Regardez bien ce chiffre, 35. L'algorithme GEPA demande jusqu'à 35 fois moins d'essais que les méthodes classiques d'apprentissage par renforcement pour arriver à des performances de pointe. Donc oui, c'est lourd à mettre en place, mais pour une architecture multi-agent de niveau méga-corporation, l'efficacité est redoutable. Est-ce qu'il y a un juste milieu ? Eh bien, on voit émerger des trucs super intéressants comme le vibe tuning. L'idée, c'est d'utiliser des requêtes en langage naturel toutes simples, du genre agit de manière ultra concise et sarcastique, pour transférer en quelque sorte le style d'un grand modèle vers un SLM open source. Ça permet d'intégrer des contraintes de comportement sans avoir à coder des pipelines hyper complexes ou à alourdir les frameworks manuels. On arrive à la fin de notre analyse. Et s'il y a bien une idée à retenir, c'est cette citation. L'art véritable de l'architecte IA, c'est de faire correspondre l'architecture cognitive à l'environnement physique. Vous avez besoin de précision manuelle et de légèreté, restez dans la rue. Vous construisez des usines à gaz connectées, confiez ça à l'évolution automatisée de la méga-corporation. Mais sachant que nos petits appareils locaux deviennent des monstres de puissance de jour en jour, à votre avis, le futur de l'IA appartiendra-t-il vraiment aux géants du cloud ou bien à cette armée infinie de petits modèles qu'on a déjà tous dans nos poches ? Je vous laisse y réfléchir.